Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous connaissez sûrement ce site parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly, dont vous pouvez voir quelques-uns des chefs-d'œuvre ici. Mon préféré, c'est Moving Fast et Breaking Things, Just Put the Technical Debt on My Credit Card. Et ces bouquins sont aussi les livres de chevet de Maître Pangloss. Alors Candide, il aime beaucoup sa plateforme parce qu'il la trouve simple et intuitive pour ses clients. Alors je vais switcher le micro, je ne sais pas si on m'entend bien là. Alors, comment baisser un peu? C'est mieux là comme ça? Il faut que j'avance un petit peu, voilà, sinon je parle fort. Alors, on va aller voir l'application Pangloss. Donc, magnifique mire de login. L'utilisateur, quand il a créé son compte, il n'a pas eu besoin de se casser la tête parce qu'un mot de passe de 3 lettres suffit. Donc, une fois logué, on arrive sur cette magnifique page où on voit l'ensemble des ouvrages qu'on peut acheter sur le site de Pangloss. Et là où Candide est vraiment content, c'est le positionnement clair sur le marché qu'a Pangloss parce qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Console, donc Candide raffole, mais il aime surtout les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau, pas du tout intéressé. Donc si vous voulez acheter quelque chose sur cette plateforme, on clique sur la petite icône en bas à droite, et une fois dans le poignet, on rajoute son adresse ici, rue de Paris, allons-y, et une fois qu'on a cliqué sur Purchase, c'est fait, on arrive sur une page récapitulative de commande qui sert de joyeux lutin à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc Candide et Pangloss espèrent vous revoir très bientôt sur leur plateforme et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci. Bon, vous avez deviné que je ne bosse pas pour Pangloss. Mon nom, c'est Julien Topsu. Je suis tech lead à la Société Générale. Je suis aussi le créateur d'une communauté à Paris qui s'appelle Craft Records qui aide les gens à devenir speakers. Et ce qui nous intéresse le plus ici, je suis membre de la fondation OWASP. Qui connaît OWASP ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les bonnes pratiques de sécurité et qui met aussi à disposition des outils open source pour sécuriser vos applications. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on développe des logiciels qui amènent à de véritables failles de sécurité. Et bien sûr, Candide et Pangloss y sont donnés à cœur joie. Ces erreurs, on va les voir à travers l'application Pangloss et je vais faire des live hacking sessions devant vous pour vous démontrer les failles de sécurité. Alors l'application Pangloss est faite en deux parties. Il y a un back-end en Java Spring Boot 1.5 et un front-end en Angular Node.js. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font du Java? Non? Avec du Spring? Oui, quand même? Ok. Bon, j'irai peut-être un peu vite sur certaines parties pour parler au plus de monde possible. Et donc on va voir tout de suite comment se faire hacker bien comme il faut. Donc un jour, Candide, en discutant avec un de ses amis, il apprend qu'il y a un espèce de nom d'utilisateur magique qu'on peut utiliser sur pas mal de plateformes sans même avoir spécifié de mot de passe. Alors il est très dubitatif, mais il demanda à son ami mais quel était ce nom d'utilisateur magique. Il lui donna celui-ci. Il y en a qui voient ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? C'est une injection SQL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est super marrant. Donc on va prendre ce nom d'utilisateur magique, là. Il y en a qui ne connaissent pas ça? Il n'y a pas de honte à ne pas le savoir. Alors, on va aller sur l'application Pangloss. Je vais retourner sur la mire de login. Tac, il faut que je me délogue. Et là, regardez, je vais mettre le nom d'utilisateur magique. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Je vais cliquer sur login. Et on est logué. Et en plus, on n'est pas logué avec n'importe quel compte, mais on est logué avec le compte de l'administrateur. Mais par quelle magie tout cela est-ce possible? Eh bien, Candide décida d'aller dans le code pour voir ce qui s'y passe. Et comme on utilise du Spring, on utilise notamment une authentication provider qu'ils ont codé eux-mêmes, qui est là. Et vous pouvez voir qui s'authentifie auprès d'une base de données SQL. Ici, il y a une table qui contient la liste des users avec leur nom et leur mot de passe. Et là, est-ce que c'est assez gros? Vous voyez, tous? Il y a une magnifique requête SQL qui a été construite en concaténant les user input venant de la mire de login. Vous voyez là, il y a le nom et le mot de passe. Alors, il ne comprend pas trop au début comment c'est possible que tout cela fonctionne, mais il a eu l'idée quand même d'inliner à la place de la concaténation du nom, ce nom d'utilisateur magique. Bizarrement, ça ressemble quand même à un fragment de requête SQL, tout ça.
Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est que grâce à ce nom d'utilisateur magique, on a changé la nature de la requête. Pourquoi? Eh bien ici, comment on fait de la concaténation? Eh bien du côté SQL, on n'a qu'un seul string qui représente tout. Donc aucun moyen de faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Donc, dans le paramètre avec ce fragment de requête, on a changé la nature comme je l'ai dit. Si on réduit maintenant la requête, le caractère double dash en SQL, c'est pour faire des commentaires. Donc tout ce qui est après, c'est ignoré. Donc tant mieux, le password, ça sert juste à rien quand on authentifie des utilisateurs, n'est-ce pas? Ensuite, dans la where clause, ça finit par or 1 égale 1, ce qui est toujours vrai. Donc c'est pareil, tout ce qui est dans la where clause, ça dégage. Et à la fin, on a un select all from users limit 1 qui va renvoyer le premier utilisateur de la base de données, et malheureusement pour nous, c'est l'administrateur. Donc, Candide, horrifié, allait regarder sur Internet comment on pouvait faire pour se prémunir de cette attaque, et il tomba sur les paramétrages query. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Au lieu de faire des concaténations vilaines comme ça, on va utiliser un placeholder, qui est ici un point d'interrogation, et on va y injecter par interpolation eh bien, les données de l'utilisateur, notamment ce qui vient de la mire de login, donc le nom et le mot de passe. Et grâce à ce moyen-là, on nous assure que côté SQL, on va être capable de faire la distinction entre la requête et ses paramètres, et quoi que vous mettiez maintenant dans ces paramètres de requête, ce ne sera pas interprété comme étant du SQL. Donc ça, je viens de redémarrer l'application, je vais vous montrer que ça corrige bien le problème. On va se remettre là sur la mire de login. Je remets ce nom d'utilisateur magique. Je vais juste ouvrir les Developer Tools pour voir ce qui s'y passe sur le réseau. Tac, je vais me mettre en XHR. Voilà. Je me log. Alors j'ai une message d'erreur, c'est bon signe. Et vous allez voir que bien sûr maintenant j'ai un 401 unauthorized sur login. Je ne suis plus capable de me loguer avec ce nom d'utilisateur magique. Et on a mitigé en fait cette SQL injection. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous construisez des requêtes, quelle que soit la technologie, parce que ça marche très bien avec du NoSQL aussi, et que vous faites des concaténations de user input, en fait, vous offrez aux hackers des véritables interpréteurs de commandes en remote. Donc, évitez de le faire, utilisez les équivalents des paramétrages query. Ça, là, les SQL injection, ça fait beaucoup réfléchir Candide. Et en fait, il vient de prendre conscience que les hackers étaient capables de faire des choses dont il n'avait même pas idée sur sa propre application. Et il sait que dans l'application Pangloss, il stocke les mots de passe des utilisateurs. Il y a sûrement des gens qui le font, parce que c'est assez, on va dire, c'est assez commun. Et il ne veut pas que, par un moyen qu'il ne connaît pas, que les hackers soient capables de récupérer les mots de passe. Mais au moins, s'ils sont capables de récupérer le contenu de la base, où ils stockent les mots de passe, qu'ils ne soient pas capables de les exploiter. Alors il expliqua tout cela à son maître Pangloss, qui lui expliqua qu'en fait, il s'inquiétait pour rien. Parce que chez Pangloss, eh bien, il stocke les mots de passe de manière sécurisée. Ah bon, lui dit Candide, j'ai pas vu ce mécanisme dans le code, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on hache les mots de passe, lui dit Pangloss. Et oui, et une fois que tu hashes le mot de passe, tu peux pas l'utiliser derrière. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme fonction de hachage, lui demanda Candide. Comment? MD5 Ils utilisent en fait la fonction de hachage la plus répandue dans l'industrie. MD5 XOR? Mais non, pas du tout, c'est le HRI. Qui connaît ça? Personne, mais c'est bizarre. C'est la Human Readable Encryption qu'on appelle le clear text. Et les plus grands du web l'utilisent, regardez. Ça, c'est un article qui date de mars. Et Facebook stockait des centaines de millions de mots de passe en clair. Si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis, je vous conseille quand même de le faire. En fait, ils ne le stockaient pas réellement en base de données en clair. Il s'avère qu'ils loguaient en clair dans leur système de monitoring les mots de passe, ce qui n'est pas franchement mieux. Alors, vous vous foutez peut-être d'eux, mais jamais ici, quelqu'un n'a créé une classe user avec un champ password, génère automatiquement un toString, ou mieux utiliser Logbok et passer l'objet classe plus tard dans un logger. Ça, c'est jamais arrivé. Bon, faites gaffe quand même à vos générations de toString quand vous avez des données sensibles. Donc un peu d'anachronisme maintenant, on retourne en 2014, et Candide s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Il y a des gens qui connaissent ce site, Ashley Madison. Il y a des gens qui osent lever la main quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugale. À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Cunégonde. Alors au début, il n'était pas très chaud Candide de s'inscrire sur ce site parce que
pour des raisons évidentes, il ne voulait pas que ça se sache, et il avait surtout peur des data leaks qui pourraient venir de ce site-là, Ashley Madison. Mais Pangloss lui expliqua encore avec des grands raccourcis, qui s'inquiétaient pour rien, parce qu'il connaît des développeurs là-bas. Et ils font les choses bien, parce que dans leur manière de hacher les mots de passe, dans leur séquence de hachage, ça commence par du MD5. Ah, on l'a cité tout à l'heure, MD5. MD5, ok, ça a l'air compliqué comme nom. Me voilà rassuré, dit Candide, et il s'inscrivit sur cette plateforme. Malheureusement pour lui, un an plus tard, en 2015, eh bien, les hackers se sont pris à la pauvre Ashley. Et ils ont récupéré la table qui contient eh bien, les mots de passe. Vous allez me dire, c'est pas grave, ils sont hachés, ils vont rien pouvoir en faire. C'est vrai. Cependant, aux grandes dames de Candide, les hackers, aidés des arcs-en-ciel, eux-mêmes étaient capables de récupérer les mots de passe en clair. Alors là, je ne parle pas de véritable arc-en-ciel, je parle d'une technique qui s'appelle les rainbow tables. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grande table dans laquelle on va avoir énormément de hash précalculées qui va en fait se comporter comme une reverse function et qui va nous permettre de récupérer eh bien, un mot de passe en clair, enfin un mot en clair, ou bien un mot qui collisionne sur le même hash. Et ça marche très bien sur MD5, SHA-1, SHA-2, et même dans certains cas, SHA-256. Comment? Ouais, bah ça, on va voir juste après. Donc, MD5, enfin, Candide a pris par la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que MD5, c'est pas safe du tout. Alors, que faire? Eh bien, il fit quelques recherches parce qu'il n'avait pas forcément envie que ses utilisateurs aient les mêmes déconvenus que lui sur sa propre plateforme, et il tomba sur un outil qui s'appelle Bcrypt. Bcrypt a une particularité que n'a pas SHA-256, et je vais vous le montrer à travers ce petit programme, si un veut bien se lancer, voilà, qui est ici. Alors, j'utilise une intégration Spring Security, mais ne vous inquiétez pas, ça existe dans pas mal de langages et de frameworks. Donc là, j'ai un encodeur Bcrypt qui me sert à encoder mes mots de passe. Et attention, ici, vous avez la liste des mots de passe de l'application. Et dans celui-là, il y a celui de l'administrateur et jamais vous allez trouver lequel c'est. Tout le monde a vu ou pas? Bon, d'accord. Ces mots de passe, on va les hacher 4 fois chacun, au moyen de l'encodeur qui est ici. C'est le même mot de passe qui est haché 4 fois. Et on va tout de suite vérifier que le condensat, en fait l'encoded password, qui est là, qui est le hash, eh bien, match avec le mot de passe en clair à travers l'encodeur. Peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi je fais ça 4 fois pour chacun des mots de passe? Eh bien, on va le voir ça tout de suite. Eh bien, parce qu'à chaque itération, eh bien, vous voyez, le hash est différent. Ça, c'est parce que Bcrypt, en fait, embarque un mécanisme de salt. Ce qui fait qu'il n'est pas prédictif. Donc, pour le même input, à chaque fois que vous allez lancer l'algo, vous allez avoir un output différent. Ce qui rend les attaques de type rainbow table quasiment impossibles. Et on revient sur la complexité d'un brute force. C'est pour ça que même aujourd'hui, il ne faut surtout pas avoir des mots de passe de 3 lettres, comme celui-là, qui se hack très facilement en brute force, ou bien des mots de passe archi connus comme admin, que jamais personne n'a utilisé ici en production sur Grafana et Kibana, qui est lui vulnérable à une attaque de type dictionnaire. Donc, ce qu'a décidé de faire Candide en voyant ça, c'est de changer la manière dont il bootstrap ses utilisateurs en base de données. Ils ont un petit script qui fait ça dans leur application qui s'appelle data.sql, pour ceux qui connaissent en Spring. Vous voyez qu'ils utilisaient du HRI pour stocker les mots de passe, c'était assez simple. Et maintenant, on va utiliser Bcrypt. Bon, malheureusement pour nous, côté SQL, c'est pas built-in. On va devoir changer un tout petit peu notre intégration Spring Boot. On va complètement oublier le Authentication Provider qu'on a vu au début, qui était complètement custom, et on va utiliser des choses qui sont built-in, qui viennent de Spring. Et notamment là, je vais aller dans le Web Security Config. Hop, un petit spoil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser leur API pour déclarer une JDBC Authentication. Et vous voyez que Spring fait les choses bien parce que il nous demande de spécifier une requête qui permet de récupérer en fait l'utilisateur et il nous force à utiliser une parametrize query. Donc ils sont SQL injection safe pour tout le mécanisme d'authentication quand vous voulez vous authentifier auprès d'une base de données SQL. Vous pouvez voir ici qu'ils ne spécifient pas la manière dont on récupère le mot de passe parce qu'en fait ils vont vérifier programmatiquement, c'est-à-dire que là on déclare l'encodeur de mot de passe qu'on veut. Là, j'utilise celui de Bcrypt. Avec cette requête, ils vont récupérer toutes les informations qui sont à l'utilisateur en base de données, dont le mot de passe haché. Donc, ils récupèrent le mot de passe haché comme ça. Et avec ce que rentre le user dans la mire de login et l'encodeur ici, ils vont faire un match, comme le petit programme que je vous ai montré tout à l'heure, pour vérifier si ça correspond. Parce que de manière built-in, l'algorithme sait en fait détecter que les hashes correspondent à des mots de passe en clair. Donc là, je vais redémarrer
l'application pour vérifier que... Tac, ça, c'était pas le bon truc. Ça redémarre ou pas? Non, hop, je le redémarre. Pour vérifier que maintenant, je suis toujours capable de loguer maintenant que les mots de passe sont stockés hachés avec Bcrypt. C'est ici. Tac. Alors, c'est en train de redémarrer. Alors, la presse, elle est divisée en deux parties. Il y a la partie facile et la partie qui va être beaucoup plus compliquée. Donc maintenant, je suis logué, ça veut dire que mes mots de passe sont hachés correctement en base et je suis content. Tant que je suis là, je vais vous présenter le meilleur ami des hackers. Le meilleur ami des hackers, c'est la petite touche F12 sur votre clavier, parce que ça ouvre ça, les Developer Tools. Alors peut-être que là, vous vous dites, il y en a qui ont remarqué que j'utilisais Edge. Mais pourquoi diable utilise Edge, se demande tout le monde là. Bah ça, on va le voir un petit peu après. Donc pourquoi les Developer Tools c'est intéressant pour un hacker? Parce que ça lui permet de voir ce qui se passe entre votre front et votre back et découvrir vos API. Ici on peut voir qu'on a une API qui s'appelle Items qui permet de récupérer tous les items qu'on peut acheter sur la plateforme. Et eux ils connaissent très bien REST, ils connaissent très bien HTTP. Et ils savent très bien qu'un getItem / un ID item ça permet de récupérer un item. Et ils savent très bien que si tu changes get en delete, ça fait des choses plus sympas sur l'app. Et notamment ça supprime un item de la prod. Et en fait, ils vont y aller au culot comme ça, ils vont essayer. Donc c'est ce qu'on va faire là. Alors il me faut un ID d'item. Là, j'ai Expert Excuses for Not Writing Unit Tests. Ça correspond à la girafe qui est là. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, je vous le conseille, c'est génial. Et donc, j'ai préparé ça dans Postman qui est ici. Donc j'ai bien ma requête delete. Je ne sais pas si c'est assez grand. Là, j'ai mon ID de bouquin à supprimer. Et je suis logué en tant qu'utilisateur standard. Donc, on va voir ce qui se passe quand j'envoie ça. J'ai bien une 200 OK donc, et le contenu de la ressource. Donc, j'ai bien réussi à supprimer en fait l'item de la prod. Pour le vérifier, on va aller simplement là. On va faire F5 pour voir si la girafe disparaît. Elle a disparu. Ça a l'air tout bête, mais c'est hyper commun. En fait, quand on dit des Pangloss, quand ils ont développé cette feature, c'est-à-dire supprimer un item de l'inventaire, eh bien, ils sont réfléchis seulement à ce que devait faire techniquement le code. Donc là, ils appellent le repository, ils font un delete de l'ID, mais ils n'ont pas réfléchi au persona. S'ils l'avaient fait, ils se seraient dit, mais à qui est destinée cette feature? On ne veut pas forcément que les users soient capables de le faire, ça paraît évident. On veut limiter ça aux administrateurs. Encore une fois, ça a l'air très bête, mais c'est hyper commun. En fait, des fois, on expose des choses a posteriori sur le réseau et on ne vérifie pas les privilèges. Ce qui manque ici, c'est l'Access Control Layer. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire, je vais utiliser de l'AOP et une intégration Spring, je vais vérifier que l'utilisateur a bien les autorités d'administrateur pour pouvoir exécuter cette requête. Donc ça, hop, je vais le redémarrer. Tac. Encore une fois, je vous invite à faire une passe sur tous les endpoints que vous exposez et de vérifier que vous faites bien l'Access Control Layer qu'il faut. Parce qu'on arrive à des failles comme ça, juste par oubli, en fait. Et encore une fois, malheureusement, c'est très commun. Donc là, je vais retourner dans Postman. Je vais retenter de supprimer mon item. Là, j'ai bien un 403 Forbidden, Access Denied. Je ne suis plus capable de le faire en tant qu'utilisateur standard. Tant qu'on est là, je vais vous parler d'un autre use case. Celui de Kakambo. Alors Kakambo, c'est un administrateur de la plateforme Pangloss et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmente. Et là, il y a les entretiens annuels qui viennent de passer et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé pendant ces entretiens annuels parce qu'il décide d'aller en prod avec son compte différencié qui permet de savoir que c'est lui, parce que ça s'appelle admin, ils sont plusieurs. Et il décide de supprimer le best-seller de la prod. Les jours passent, on perd énormément d'argent, donc on se rend compte que le best-seller n'est plus en ligne, catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé? Candy et Pangloss décident d'aller voir dans les logs, parce qu'ils se disent c'est là qu'ils vont trouver en fait la vérité. Donc ici, vous pouvez voir qu'effectivement, on peut voir les requêtes qui sont passées, c'est les access logs, l'heure à laquelle la requête a été faite, le statut de la requête, le contenu de la requête, mais aucun moyen de savoir qui a fait quoi. Et oui, mais ça, c'est un véritable problème, parce que comment ils vont détecter que Kakambo a été malveillant? Ils se sont dit, aujourd'hui, il n'y a que les administrateurs qui sont capables dans le code de supprimer un item de la prod. Ils vont tous les voir et tout le monde nie. Surtout qu'un Kakambo, il n'a aucun intérêt de dire la vérité. Sans sécurité, c'est ce qu'on appelle la répudiation. La capacité qu'a un utilisateur de nier le fait qu'il a fait une action.
Et c'est un problème. Donc là, ce qui manque, c'est complètement évident, c'est le fait de rattacher les actions qui sont faites là à l'utilisateur qui les a faites. Donc vous allez voir, c'est tout bête, mais peut-être pas autant que ça. En fait, ce que je vais rajouter là, pour ceux qui connaissent Spring, je vais aller dans la conf et je vais juste dire dans mes patterns d'access slot que je vais rajouter eh bien, tac, le user ID. Alors, j'ai mis user ID et pas username. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Comment? Exactement, à cause de GDPR. Avec GDPR, maintenant, si l'utilisateur vous dit « oubliez-moi », vous allez devoir enlever toutes ces données de votre application, et même de vos logs, si vous aviez logué ces données personnelles. Et comment vous faites pour supprimer des logs? C'est un peu compliqué. Si vous utilisez un ID, vous pouvez l'anonymiser en base et garder vos logs. Mais c'est aussi pour cela que vos ID, ça ne doit pas être eh bien, des informations personnelles comme des emails. Donc là, je vais relancer mon attaque, mais c'était juste pour voir que maintenant, voilà, j'ai les user ID dans les logs, on est content. Donc là, on a fini la partie facile, on va muscler le jeu et assez sévèrement pour certaines parties. Donc, ah oui, petit truc que j'ai oublié là. Un autre phénomène de répudiation, c'est quand vous utilisez le même compte pour tout le monde, notamment si vous avez un seul compte administrateur, parce que là... surtout si vous en avez des centaines et que vous êtes une grosse boîte, ça peut être un véritable problème. Donc, il vaut mieux avoir des comptes différenciés pour chacune des personnes. Donc, pour des soucis d'interopérabilité, en fait, la plateforme Pangloss a exposé ses endpoints en XML. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent encore XML aujourd'hui? Je dis toujours, c'est pas forcément pour certaines raisons. Oui, ça se fait rare, mais des fois, tu as des vieux systèmes qui t'appellent encore en XML, et c'était leur cas. Et ici, donc, tu peux effectivement voilà, requêter les endpoints en XML. Donc, vous voyez que ici, pour récupérer la liste des items qui sont liés à une catégorie, je donne une catégorie ID, qui est la liste de qui est books, et en sortie, avec un truc hyper verbeux, j'ai la liste de mes items. À l'image de ce qu'ont fait les hackers tout à l'heure, ils vont cette fois-ci jouer avec eh bien, le payload de votre app, enfin de votre API. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une catégorie qui n'existe pas, a priori, juste pour voir ce qui se passe. Alors, on va voir ce qui se passe. A priori, cette catégorie n'existant pas, on va avoir une erreur. Hop, oui, on a une erreur, une bad request, ça semble évident, et on a un beau message d'erreur qui dit no item found for category. Bon, a priori, il n'y a pas trop de problème de faire ça. Mais il y a quand même une information importante pour le hacker ici, c'est ça. Pourquoi c'est important? Eh bien ça, c'est exactement ce qu'il vous a donné en paramètre. Et vous lui redonnez en fait en sortie. Pourquoi c'est important pour lui? Parce qu'il sait que si vous n'avez pas mis en place certains mécanismes, on peut citer l'input validation qu'on verra plus tard, mais là on va utiliser une feature qui est built-in en XML, et bien il va pouvoir faire des trucs sympas. Est-ce que ici les gens connaissent les XML External Entity? Donc il y a peu de gens qui connaissent ça, mais c'est une feature super sympa, et c'est built-in. Hein. Je vais changer la manière dont je requête mon endpoint, et au lieu d'utiliser une valeur pour mettre ma catégorie, eh bien, je vais spécifier une référence. Comment voit-on que c'est une référence? Eh bien, c'est parce que ça commence par un commercial, ça finit par un point virgule. Là, en fait, j'ai déclaré une entité qui est juste au-dessus, qui s'appelle file, qui a un type pas arbitraire du tout, qui s'appelle system, et derrière ça, vous avez un path. Là, le path dénote du class path Java, dans lequel on va essayer de récupérer data.sql qui correspondait à ce qui permettait de bootstrapper les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer ça à mon back? Déjà, on va se dire, il va sûrement y avoir une erreur, puisque comment on va pouvoir résoudre une catégorie qui s'appelle comme ça, hein? Donc, effectivement, vous allez voir, j'ai une bad request. Jusque-là, ça va. Ensuite, hop, là, j'ai bien mon message d'erreur. No item for category. Mais il a inliné le contenu du fichier dedans. Ça, c'est une feature qui s'appelle External Entity en XML, et comme je vous l'ai dit, ça fait partie de la norme. Donc, heureusement que tout à l'heure, Candide, eh bien, il a décidé de hacher les mots de passe, parce que sinon, on les aurait en clair là. Donc, c'est pour cela que ce genre de script, il ne faut surtout pas les mettre à côté de votre app, parce qu'ils vont toujours trouver un moyen de les récupérer. Mais c'est aussi pour cela que, notamment dans vos configurations, et ça, c'est valable dans tous les langages, quelle que soit la technologie que vous utilisez, donc ici application.yml parce que je fais du Spring Boot, il ne faut surtout pas stocker des mots de passe en clair, ou bien des passes qui permettent de savoir où se trouvent les clés privées de vos connexions SSL. Ces trucs-là, il faut les faire bootstrapper
par des applis comme HashiCorp Vault qui vont vous fournir ça à l'application de manière sécurisée, mais arrêtez de stocker ça dans vos confs, parce que grâce à des attaques comme ça, on récupère tout. Alors on ne va pas voir comment comment on met en place HashiCorp Vault, parce que là, je pourrais faire une conf là-dessus, mais on va plutôt voir comment on se prémunit d'une XML external entity, pour que ça n'inline plus le contenu du fichier là dans ma réponse. Alors, il y a des gens ici qui font du Jackson en Spring. Ouais, il y a des gens qui sont ceux qui ne font pas Jackson. Vous connaissez JaxB? Ouais, ok. Donc, vous êtes familier avec le concept de sérialisation XML. Donc là, on va aller dans l'endroit où je configure en fait mon serializer XML. Et vous allez me dire si vous trouvez, enfin, si vous voyez des choses qui sont suspectes dans ces lignes. Oui, non? Non, rien de suspect? Comment? Oui, mais en fait, le vrai problème, c'est que le serializer XML, comme tout bon serializer XML, s'appuie sur un parseur XML. Et tout bon parseur XML se doit de suivre la norme XML. Et dans la norme, eh bien, elle est external entity. Donc c'est pour ça qu'on est vulnérable là. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'à chaque fois qu'on manipule l'XML, eh bien, on désactive le support des external entities. Alors il y a beaucoup de parseurs maintenant qui ont fait le choix de se dire, bon, ce truc-là, on va le désactiver par défaut parce que quel est le use case qu'on pourrait avoir à part vouloir se faire hacker pour mettre ce truc en place? Mais il faut s'assurer, en fait, à chaque fois que ce truc-là est désactivé quand vous faites de l'XML. Là, je redémarre pour bien voir que ça a corrigé le problème. Cependant, en fait, vous savez quel est le véritable problème de ce truc-là? C'est ça. C'est New XML Mapper. Et ça marche très bien avec New Object Mapper. Si à chaque fois que vous faites ça en Spring, vous vous exposez à des problèmes. Parce que, en fait, Spring avait fait les choses bien. Ils ont mis en place un Jackson to Object Mapper Builder qui dispose de deux méthodes, XML et JSON. Ça va bootstrapper des builders pour faire des mappers, soit XML, soit JSON, donc Object Mapper si c'est JSON. Et si j'avais utilisé ça, regardez, il y a très peu de gens qui connaissent ce truc-là, mais eh ben, je n'aurais pas été vulnérable parce qu'eux, ils sécurisent par défaut. Donc arrêtez de faire des New Object Mapper, arrêtez de faire des New XML Mapper, utilisez le Jackson to Object Mapper Builder. Donc on va vérifier maintenant que ça a bien corrigé notre problème. Je vais reperpétrer l'attaque. Et regardez, là j'ai une 403 forbidden et on me dit undeclared general entity file. Il n'est plus capable de résoudre les external entities. Donc maintenant on est safe sur ce truc-là. On va revenir à Candide. Candide est en train de faire son shopping sur l'application Pangloss. Et là, comme j'ai redémarré l'app, il faut que je me relogue. Donc il se log, il fait son shopping. Lorsque il reçoit un email. Donc, cher utilisateur de Pangloss, nous sommes vraiment heureux de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps. Clique vite sur ce lien. Bah, bien sûr, lui, il veut la réduction, donc il clique sur le lien. Et il arrive sur ce site. Alors, on va faire complètement abstraction de la mire de login qui est ici pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc, faisons comme si elle n'existait pas. On arrive sur ce site et il ne comprend pas trop en fait comment utiliser sa réduc. Il appelle l'entreprise Pangloss qui lui dit qu'ils n'ont jamais envoyé ce genre d'email et qu'il n'y a pas de campagne de réduction en cours. Bon, il ne comprend pas. Mais quelques jours plus tard, il va dans son appli préférée pour regarder ses comptes et là, il voit qu'il y a une grosse transaction qui vient de Pangloss alors qu'il n'a rien acheté. En fait, il vient de se faire hacker. Ce qui s'est passé, c'est que ce mail-là, c'est ce qu'on appelle du phishing. En fait, ils ont pris les codes de Pangloss pour l'amener à cliquer un call to action sur ce lien. Et en cliquant sur ce lien, il est arrivé sur un site malveillant. En fait, ça ne se voit pas beaucoup, mais la véritable URL de mon app, c'est celle-là. Oups. Tac. Alors, je vais le dire, là c'est 11 759 comme port, et le site malveillant, lui, il est sur un autre port qui est 9571 qui est là. Mais comme ils ont repris le code de Pangloss, lui, il n'a pas trop regardé, il s'est fait avoir. Et en fait, quand il est arrivé sur cette page, on va regarder ce qui se passe sur le réseau. Tac, hop. Je vais faire F5 pour que vous voyez bien. En fait, quand il est arrivé sur cette page, il s'est fait hacker parce que, regardez, là, il y a des requêtes qui partent sur le back-end de Pangloss. À quoi tout cela est dû? Eh bien, simplement parce que les hackers, dans cette page-là, en fait, regardez, sur le body, ils appellent une fonction au chargement de la page. Cette fonction, elle est définie ici, là,
dans une belle balise script où il y a du JavaScript dedans. La fonction, vous voyez qu'ils ont suivi les préceptes de clean code parce qu'elle s'appelle hack, donc on sait à quoi elle sert. Et là-dedans, en fait, on positionne un panier dans lequel on a un item qui coûte très cher et qu'on veut envoyer à 42 rue du hacker. Donc vous voyez qu'en fait, il prépositionne la requête. Là, il veut faire un post sur le backend de Pangloss. Et donc, au chargement, cette requête, elle part. Pourquoi elle s'exécute? Eh bien, simplement parce qu'elle va bénéficier du contexte d'authentication en fait, de l'utilisateur dans le browser. C'est pour ça que ça passe. C'est comme ça qu'il se fait hacker. Cette attaque-là, c'est ce qu'on appelle du CSRF, du Cross-Site Request Forgery. Et on va voir bien maintenant comment s'en prémunir. Mais pour vous expliquer ce qu'on va faire, on va d'abord regarder ce qui se passe sur le réseau. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, en fait, il y a 2 requêtes qui passent, alors que dans le code de hack, il n'y en avait qu'une seule qui était le post. Ça, c'est dû à une norme, on va dire que c'est une norme qu'on appelle les cross-origin resource sharing. En fait, les navigateurs modernes, et même ce truc-là, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il voit un script hosté par un serveur A qui essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, il va d'abord demander à B si A a le droit de le faire. C'est ce qu'on appelle les cross-origin resource sharing. Et pour ce faire, en fait, il va regarder ce qu'essaye de faire le script. Là, on voyait qu'il voulait faire un post sur /cart. Il va modifier, en fait, le browser va le faire. Il va modifier la méthode et il va mettre un options à la place. Ça, c'est ce qu'on appelle la pre-flight request. Donc, il va faire ça d'abord pour vérifier si le script doit le faire. Et il va positionner des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, sinon c'est trop simple. Où ici, il va dire, mon cher backend de Pangloss, j'ai quelqu'un là, par l'origine, qui est 9571, qui essaye de faire un post avec le header qui s'appelle Access Control Request Method, donc sur l'URL qui est ici. Et regardez bien, là, le backend, ce qu'il lui dit, eh ben moi, j'autorise avec Access Control All Origin 9571 à faire un post sur cette URL. En fait, si vous avez bien compris, je suis en train de dire qu'ils se sont merdés quelque part. Parce qu'en fait, par défaut, si vous n'avez rien fait, eh bien, le back-end va juste pas renvoyer ses headers et le browser va refuser de processer la requête. Alors, pourquoi ils se sont merdés quelque part? C'est parce que quand ils ont voulu intégrer leur front et leur back, c'est un truc qu'on voit souvent, le front et le back étaient sur des origines différentes, ça n'a pas voulu marcher à cause des cross-origin resource sharing. Donc ils ont cherché sur Internet, ils ont découvert que ce truc-là existait, les cross-origin resource sharing, ils sont arrivés sur Stack Overflow et il y a un gars qui leur dit « mais si tu veux que ça marche, c'est très simple, tu vas dans ton web security config, tu mets un filtre et surtout tu écris ça, hello d'origine, étoile ». Donc oui, effectivement, ça marche. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, et ça, malheureusement, je l'ai vu très souvent, eh bien, on autorise n'importe qui à hoster des scripts qui peut appeler notre back. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. Et il faut mettre à la place, il faut ségréguer et dire il n'y a que mon front qui est capable de le faire. Comme ça. D'accord? Donc là, on va voir maintenant ce qui se passe maintenant que le filtre est mieux configuré. Parce que là, si j'enlève le filtre, en fait, il refusera systématiquement qui que ce soit du moment qu'il est sur une origine différente que le back. Donc là, je suis obligé de le mettre pour autoriser au moins mon front à le faire. Ce qui était le problème original en fait, qu'avait Candide et Pangloss. Donc là, attendez, il faut que je me relogue, sinon c'est triché. Tac, c'est là. Alors je fais l'authentification en session, donc à chaque fois que je redémarre l'app, je perds mon entente. Voilà. Je vais revenir sur cette page, je vais faire F5, pas F6, et on va regarder ce qui se passe sur le réseau. Vous voyez, j'ai toujours la pre-flight request, mais maintenant le statut de retour, c'est 403, access denied. Donc maintenant, on est safe concernant les CSRF. Alors pas vraiment en fait, parce que les cross-origin resource sharing, ça n'a pas vraiment été fait pour corriger ce genre de problème. Il y a, on va dire, 2 gros problèmes dans cette solution. La première, c'est que dans la norme des cross-origin resource sharing, eh bien, on ne fait pas la pre-flight request, l'options, là que vous voyez, dans le cas où ce n'est pas une requête Ajax, et si le content type est de type URL form encoded et plain text et un autre, je ne me rappelle plus lequel c'est. Donc en fait, on n'a pas vraiment corrigé le problème. Et surtout, le problème qui est sous-jacent, c'est que comme là, c'est le browser qui va refuser de processer la requête, en fait, on rely sur l'implémentation du browser. Donc on fait de la sécurité côté client. En sécurité, le moyen qu'on va faire pour se protéger de ça,
est complètement différent. Et je vais vous montrer qu'en fait, la vulnérabilité existe toujours parce qu'on va retourner sur cette magnifique mire de login qui justifie l'utilisation de Edge. Donc ici, regardez, cette mire de login, en fait, elle pointe sur mon back-end. Mais elle est hostée par mon site malveillant. Et normalement, avec les cross-origin resource sharing, les filtres que je viens mettre, lui, il n'est pas censé pouvoir appeler mon back. Et on l'a vu parce qu'on avait une 403 tout à l'heure. Hein. Mais regardez, là, j'ai essayé de me loguer à travers cette mire de login déportée, et ça marche. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas de l'Ajax, comme je l'ai cité, et c'est l'URL form encoded. Donc la pré-flight request ne se fait pas, et ça marche très bien dans ce cas-là. Et là, je suis authentifié. Si je vais ici et que je relâche les XHR, vous voyez que le post sur /login, il a fonctionné. Ça fonctionne très bien sur Edge, c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui. Sur Firefox, ça ne fonctionne pas sur Chrome. Google a choisi de sortir de la norme et la durcir un petit peu. Allez savoir pourquoi. Bon, vous allez me dire c'est un peu plus safe, mais vous ne choisissez pas généralement le browser de votre utilisateur. Donc comment on se prémunit de ce problème-là ? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les synchronizer tokens avec les tokens CSRF. En fait, côté back, on va générer un secret, et ce secret, on va l'échanger qu'avec notre front. On va lui demander de systématiquement nous filer ce secret, eh bien, pour toute requête qui est censée modifier de la data. Donc un post, un pat, un putsch, un delete. Si côté back, ce secret est inexistant ou incorrect, c'est le back qui va refuser de processer la requête, ce qui est beaucoup plus safe. Parce que là, vous maîtrisez l'implem, et puis vous faites la sécurité côté serveur. Donc, sachez que si vous faites du Spring Security, par défaut, cette protection est active. Cependant, encore une fois, quand ils ont voulu intégrer leur front et leur back, ça n'a pas fonctionné. Parce que, effectivement, les tokens n'étaient pas positionnés. Donc, ils se sont dit, encore un truc pour nous empêcher de bosser. Et ils ont trouvé un super moyen pour corriger le problème, encore une fois, qui était juste en dessous. C'est fait un gros disable sur la protection CSRF. Alors ça, il ne faut pas le faire. Hein. Donc, on va l'enlever. Cependant, l'enlever ne nous aide pas plus. Parce que dans ce mode de fonctionnement-là, en fait, Spring attend que vous renderez votre page HTML dans son contexte. Et moi, c'est hors de question, parce que je fais de l'Angular dans du Node.js, donc je fais du client-side rendering, et je n'ai pas envie de faire un plugin dans Edge pour lancer un contexte Spring. Ça a l'air évident. Donc, et puis, plus personne fait du JSF. Hein, mais bon, bref. Enfin, désolé pour ce conf. Bon, bref. Alors, comment on fait pour se prémunir, pour régler le problème ? Eh bien, en fait, Angular, et je crois qu'on peut le faire aussi en React, supporte l'échange de tokens par cookie. Et Spring aussi. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va utiliser, on va spécifier que notre repository token CSRF, c'est un cookie CSRF token repository. Mais attention, et d'ailleurs, il n'y a un seul moyen de le faire en Spring, on va dire que tous les cookies sont en HTTP only à false. Alors pourquoi ? Alors HTTP only true, comment ? Voilà, pour qu'on puisse les lire depuis JavaScript. Parce que quand c'est à true, il n'y a que le browser qui pourra lire le token. Or là, on a besoin qu'Angular soit capable de le faire parce que c'est built-in Angular. Donc on est obligé de le mettre à false. Généralement, on préfère le mettre à true parce que c'est plus safe et ça nous évite d'autres problèmes qu'on verra plus tard. Mais bon, bref. Donc là, on met à false. Et là, il nous faut échanger maintenant le token avec le front. Et du coup, on a un contrôleur qui permet de faire ça. Et là, je me suis assuré qu'il n'y a que mon front qui est capable de le réutiliser, de l'appeler, en mettant une cross-origin, en disant il n'y a que le front qui peut l'appeler. Ça, c'est redondant avec le filtre que vous avez vu tout à l'heure, parce que le filtre de tout à l'heure, il était global. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire du fine-tuning sur chacun des contrôleurs en Spring. D'accord ? Mais c'est équivalent à l'autre truc de tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe une fois que, dans le cas nominal, on va dire pas une attaque, sur le réseau, maintenant que tout ça s'est mis en place, pour que vous compreniez bien, en fait, le mécanisme. Je vais retourner ici. Je vais devoir me reloguer. Tac, me reloguer, voilà. Je vais rouvrir, alors les tools, c'est celui-là. Tac, on va effacer tout. Donc là, je fais F5. Je vais me loguer. Ça va marcher normalement, j'espère. Ça marche. Regardons ce qui s'est passé sur le réseau. Il est là. Alors, regardez bien. Là, on appelle l'endpoint qui nous permet de récupérer le secret. Donc, il y a un token ici. Et le back-end, ce qu'il fait, c'est qu'il va demander à mon front
il va demander à mon front. En fait, c'est parce qu'il était déjà... Alors, je vais supprimer le cookie, excusez-moi. En fait, il est stocké dans le cookie. Donc, hop, là, pour faire la démo. Voilà, donc je le refais. Tac. Sinon, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Il est là. Il est où mon token CSRF? C'est pas le bon. Celui-là, il faut que je le ferme. Excusez-moi, Bah, il est où? Je l'ai fermé, peut-être. F12. Allez, hop. Donc, on la refait. Je suis logué, là. Je fais n'importe quoi. Donc, attendez, on la refait. F5. Et normalement, ici, j'ai... Voilà. Donc, je ne suis pas logué. Je vais me loguer. Voilà. Tac. Donc là, j'appelle ça. Bon, pourquoi il me l'a pas. Bon, je le vois pas. Il doit être. Parce que le cookie ouais, le cookie est revenu. En fait, il est là. Pardon. Voilà. En fait, mon back. Enfin, on l'a pas vu parce que j'ai dû pas faire le refresh au bon moment. Mais en fait, il va demander le positionnement en fait de ce cookie au moment de la récupération du CSRF. Là, il était déjà dedans, donc c'est pour ça qu'il ne le positionne pas ici. Normalement, on devrait l'avoir là. Donc, comme ça, on l'a dans le browser. Ensuite, ce qui se passe, c'est juste après, on fait un login. Et là, en fait, on fait un post. Donc, on va devoir fournir ce cookie, ce secret. Angular, de manière automatique, eh bien, il va positionner ce header-là, XXSRF token. C'est comme ça, côté back, qu'on le récupère. Le back a vérifié qu'il était correct. Et ensuite, en fait, c'est très important, il va demander sur un login, il va forcer la régénération d'un token. Parce que ça, c'est pour éviter les mécanismes de session fixation. D'ailleurs, il fait exactement la même chose avec la JSession ID. Hein. À chaque fois que vous authentifiez quelqu'un, on va régénérer une nouvelle session derrière, comme un token, parce que sinon, en fait, vous forcez en fait, l'ID ou le token avant, une fois qu'il est authentifié, le hacker peut réutiliser. Voilà, c'est ça, c'est le concept de session fixation. Donc ça, c'est le cas nominal. Maintenant, je vais essayer de me reloguer dans ma mire de login déportée qui est là, pour voir ce qui s'y passe. Lui, il est hosté sur un domaine qui est complètement différent, qui n'a pas accès au cookie. D'accord? Parce que le cookie, il est vraiment fait pour être accessible que dans le domaine de mon front. Donc l'URL doit être 11 759, ce qui n'est pas ici le cas. Donc on va voir ce qui se passe. Vous voyez que j'ai un message d'erreur, je ne peux plus me loguer maintenant. Donc ça, c'est la véritable mesure pour se prémunir des attaques de type CSRF. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui se limitent au fait qu'il faut faire du rendering côté Spring quand on fait du Spring, mais sachez qu'on supporte les cookies en Spring. Donc, utilisez-le quand vous pouvez le faire. On va retourner dans l'application qui est là. Et ici, on va faire un truc sympa en utilisant ce petit champ-là, adresse. Et on va y injecter une adresse magique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette adresse magique? Eh bien, je l'ai préparée ici. Vous allez voir, elle est sympa. Alors, pour ceux qui connaissent, ils se sont fait spoiler rien qu'avec le nom du fichier. Là, elle commence par une adresse qui a l'air valide. Et ensuite, on a une grosse balise script. Sinon, c'est pas drôle. Et dans cette balise script, on a encore une jolie fonction hack. Pour vous expliquer très vite ce qu'elle fait, elle récupère l'URL du panier courant. Elle va positionner une méthode patch, donc ça veut dire qu'on veut modifier le panier courant. Patch, c'est pour modifier. Et regardez, c'est sympa. Il va tenter de récupérer le cookie CSRF et positionner le header comme fait Angular, pour essayer de contourner le mécanisme. Cependant, pour que ce script soit capable de le faire, il faut qu'il soit dans le même domaine que le cookie. Là, il est sur ma machine n'importe où, donc on est sûr que ça ne marchera pas. On va voir ça juste après. Et en fait, dans le payload de modification, on fait du JSON patch ici. En fait, JSON patch, ça permet de plusieurs opérations de modification en un payload. Et ici, je dis que je vais faire un replace de /adresse, donc dans mon JSON, le pass qui s'appelle adresse, et je vais y mettre 42 rue du hacker. C'est peut-être un peu compliqué, mais on va voir tout de suite ce que ça fait. Cette fonction hack, on va la rattacher au gros bouton back to shopping de la page de récapitulatif de commande. Donc, pour vous montrer ce que ça fait, je mets mon adresse magique ici. Je clique sur Purchase. Regardez, là, j'ai 15 rue du meilleur des mondes à Paris comme adresse. D'accord? Sauf qu'en réalité, la vraie adresse, ce n'est pas celle-là. La vraie adresse, si on regarde ce qu'il y a de renderé, vous allez voir que, hop, c'est ici, tac, tac, tac.
si je retrouve, c'est là. Hop. Donc j'ai bien 15 rue du Monde à Paris, mais derrière, il y a tout le script. En fait, comme adresse, eh ben, j'ai enregistré un truc qui contient un script, et c'est dans la base de données côté back. Et quand le front a voulu renderer l'adresse, eh ben, il l'a tiré avec l'adresse, mais il l'a renderé avec un script dedans. Donc ce joli script, eh bien, il est dans mon domaine de l'application. Donc il a accès aux cookies. Sinon, c'est pas drôle. Donc il va pouvoir récupérer le token CSRF. Et ce qui va se passer, c'est comme il est bindé sur le bouton Back to Shopping, il va s'exécuter au moment où je vais cliquer là-dessus. Donc je clique dessus. Donc le comportement de ce bouton, c'est de revenir à cette page-là. Mais si je fais back, vous vous rappelez, l'adresse c'était 15 rue du Meilleur du Monde à Paris. Je fais back. Et maintenant, c'est 42 rue du Hacker. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une XSS, du cross-site scripting, de l'injection JavaScript. Donc c'est parce que ça a été stocké côté back et qu'il a voulu le renderer le front comme étant une adresse. Mais malheureusement, il y avait un script dedans qu'on s'est fait hacker là. Donc je ne vais pas vous montrer comment on corrige ça côté front parce que tout le monde fait ça. Angular se prémunit assez bien des attaques de type XSS. Il y a quelques patterns qui passent. Mais en réalité, le véritable problème, c'est que généralement, on ne maîtrise pas... on n'est pas forcément ceux qui vont développer les fronts sur nos backs. Et on ne va pas forcément maîtriser les technologies qu'ils utilisent. S'ils ont des mécanismes built-in pour se protéger de l'XSS. Et en sécurité, il y a un concept qui est qu'il ne faut pas être vecteur d'attaque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se protège côté back pour que ça ne puisse pas arriver. Et vous allez voir, c'est assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle de l'input validation. C'est qu'à l'endroit où je vais stocker mon adresse, ici, je vais utiliser Hibernate Validator, et je veux dire que je veux que du safe HTML dans mon adresse. Ce qui veut dire que quand je vais mettre une balise script, il va dire no way, et je ne vais pas pouvoir enregistrer mon adresse en base de données. D'accord ? Et ça va nous prémunir en fait de cette attaque qu'on appelle une XSS. Maintenant que ça a redémarré, hop, on va retourner là, on va retenter l'attaque. Donc je me relog. Je vais mettre mon adresse magique. Et là, quand je vais sortir du focus, ça va envoyer la requête. Vous voyez, j'ai un message d'erreur. Et si on regarde ce qui s'est passé hop, sur le réseau, qui est là, oui, là. Sur le patch qui était censé modifier le carte pour changer l'adresse, rajouter l'adresse, j'ai une 400 bad request et là on me dit Forbidden HTML characters detected. Donc il a bien détecté qu'on avait voulu mettre du script et maintenant c'est interdit. Alors pour finir, est-ce qu'il y a des gens ici qui font du Spring Data REST ? Il y a des gens qui lèvent la main, c'est cool. Je vais vous montrer un truc super dans Spring Data REST. Alors en fait, toute la gestion de mon panier est gérée avec Spring Data REST. Alors je vais aller un peu vite là, parce que ça, on s'en fiche. Et Spring Data REST, pour modifier les objets, utilise de manière built-in du JSON patch. Alors là, je vais créer un panier. Quand vous créez un panier, par défaut, je n'ai pas d'adresse dedans. D'accord ? Là, je vais mettre à jour l'adresse en faisant du JSON patch, comme tout à l'heure. Et là, je lui dis replace d'adresse. Donc je donne un pass dans mon JSON. C'est-à-dire que là, si c'était dans d'autres éléments, j'aurais tout le pass ici. C'est du JSON path, ça, pour le coup. Et je dis qu'à la place, je vais mettre 15 rue de la Paix à Paris. J'envoie ça. Vous voyez que ça fonctionne, hein, puisque l'adresse a changé. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passerait si je mettais un pass magique cette fois-ci ? Regardez, en fait, je l'ai préparé là. Et attention. Au lieu de mettre slash adresse, je mets ça. Bizarrement, ça ressemble un petit peu à du Java sérialisé. On voit qu'on fait get runtime de .exec de calque.exe. Ça, c'est censé faire quoi si j'exécute ce code ? Ouvrir la calculatrice Windows, exactement. Donc ça, je vais l'envoyer côté back pour voir ce qui se passe. Attention, attention les yeux. J'espère que ça va marcher. Vous pensez que ça marche ou pas ? Ou je suis en train de vous bluffer là ? Il y en a qui pensent que je bluffe ? Et c'est ceux qui font du Spring Data REST ? Ça marche. Donc je le refais, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'insecure deserialization. Et on a réussi à faire une remote command execution dedans. En fait, Spring Data REST, dans le mode normal, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un eval, un espèce d'eval comme en JS sur le JSON. Donc il fait eval du pass, il tombe sur l'adresse, il change la valeur. Sauf que quand il fait eval de ce truc-là, en fait, c'est du SPEL pour ceux qui connaissent. En fait, il exécute le Java. Et c'est comme ça qu'il se fait avoir. Et là, côté back, j'ai réussi à exécuter du code. J'aurais pu faire n'importe quoi. Ça, c'est dû au fait que, en fait, j'utilise une version vulnérable de Spring Data REST. Ça, c'est documenté.
Et si j'avais utilisé des outils, d'ailleurs de la fondation OWASP, open source et gratuit d'utilisation, comme Dependency Track, vous faites tourner sur votre soft et vous dit dans tous les jars que vous embarquez, toutes vos dépendances, ça marche aussi avec du NPM, ça marche pas qu'avec du Java. Il va vous dire, on connaît des failles de sécurité dans la version que tu utilises de Spring Boot. Là, il me disait, on peut crafter des patch requests pour faire des trucs sympas. Utilise la version d'1.5.9 plutôt de Spring Boot. Là, tu es en 1.5.6 et tu es vulnérable. Donc ça, je vous invite à le mettre en place. C'est assez facile à mettre en place. J'ai écrit un article de blog là-dessus. Vous avez les liens dans les slides. OK ? Bon, là, ce qu'on a vu, c'est le top 10 des erreurs les plus communes en sécurité. Si vous cliquez sur top 10, là, vous allez avoir plein de documentation avec plus de détails. Je vous ai montré quelques use cases sur les grosses erreurs qu'on a, mais il y a plein d'autres trucs sympas. Hein. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette conf, c'est ça. Alors, je vous invite à scanner ce truc-là. En fait, c'est un article, c'est une série d'articles sur plusieurs technos qui permettent de renforcer la sécurité de nos apps. Alors, quelle heure il est? Ouais, c'est bon, on a le temps. Ce que je retiens, c'est quand tu aimes quelque chose, faut mettre la capuche. Oui, d'ailleurs, ça, j'ai jamais compris parce que le mec est chez lui dans une cave et il préfère mettre une capuche et un masque et pas un cache webcam, quoi. Mais bon, ça c'est... Bon. Bon, si vous venez d'entendre la petite musique, c'est qu'il y a quelqu'un qui a scanné le truc, parce qu'en fait, c'était une attaque aussi. Ce truc n'existe pas. Faites attention au QR code que vous scannez. Vous l'avez entendu, la musique, ou pas? Merci à tous. Vous pouvez scanner celui-là, c'est mon repository de démo. Et n'hésitez pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a temps peut-être pour une question. Est-ce que vous avez des questions? Bon, sinon, n'hésitez pas, je suis là toute la journée. Merci beaucoup.